Salut tout le monde, Stéphane Tendresse, bienvenue sur le podcast Sur le ring en ligne. Je suis en compagnie de Cherry Two Bells. Après Becky Two Bells, nous avons Cherry Two Bells. Sweet Cherry, oui. Geneviève Lacasse, ça va? Ben oui, c'est la tendresse, ça se fait bien. Yes sir, ça fait longtemps. Ça fait, tu sais, Oui, on le dit à chaque fois. le dit à chaque fois, chaque fois qu'on se dit, tu sais, ça sera pas long, mais finalement, on se mais ramasse. Nos occupations, puis c'est ça, c'est moins évident. Ouais, puis surtout moi avec le travail, j'ai été bon joueur d'équipe, donc j'ai transféré de soir pour jusqu'à la fin janvier. Donc, ça complique un peu plus les choses. Puis il y avait le camping, puis là, le camping est terminé. Fait que là, je vais pouvoir me consacrer les dimanches pour le fameux podcast. Excellent. De toute façon, moi aussi, avec mes deux travails, la lutte qui est comme pas mal prenante aussi, c'est comme moins évident de avoir des petits moments, là. Ouais, c'est ça. Non, écoute, on va se remettre dans le beat, ça sera pas trop long. Ben oui. Jen, on commence ça tout de suite avec le documentaire qui a eu lieu sur Vince McMahon, documentaire qui était très attendu. Écoute, c'est pas compliqué. Si tu suis la lutte assidûment, si tu suis Vince McMahon, si tu suis toutes ses péripéties, ce documentaire-là t'apportera pas grand-chose de nouveau. C'est des affaires que tu sais. Il y a certaines choses qui sont allées un petit peu plus en profondeur. Évidemment, les dernières années, là, surtout avec la poursuite de Janelle Grant, là, sont allés un peu là-dedans. Ils n'ont pas eu le choix d'en parler un peu. Mais évidemment, Vince McMahon, dans le dernier épisode, il s'est effacé. Évidemment, là, il ne voulait pas répondre puis il voulait pas se faire questionner là-dessus. Fait que il n'était pas présent. Premièrement, ben Jen, moi, je veux savoir, toi, moi, honnêtement, personnellement, j'ai pas appris grand-chose parce que je savais pas mal tout à peu près en rapport de Vince McMahon. Il y a certaines choses qui m'ont un peu perturbé, une entre autres, mais je vais y revenir. Moi, je veux savoir, toi, tes impressions. Est-ce qu'il y a des choses que tu savais pas? Est-ce qu'il y a des choses que ce documentaire-là t'a appris? Si oui, lesquelles? Puis je veux savoir ton appréciation globale. Ben en fait, c'est ça, moi j'écoute beaucoup de documentaires puis tout ça, puis j'ai pas été nécessairement au niveau information tu sais, comme un peu comme toi, où ce que j'ai fait comme OK, ça je savais pas ça, quoi que ce soit. Je savais pas mal dans les événements ou les choses qui parlaient un peu les contextes et tout ça. De ce que j'avais déjà entendu. Donc, j'ai pas eu de grosses surprises. Comme j'avais déjà mentionné, moi, j'avais peur que ils font juste comme essayer de donner une belle représentation, puis tu sais, pas dire nécessairement de se mouiller puis de se commettre sur des choses. Et c'est un peu ça aussi, tu sais, ils ont pas donné, mais sûrement aussi, il y avait le souci de tu sais, qu'il ne pouvait pas, au niveau juridique, dire des choses là, et émettre des informations vraiment plus pertinentes, mais somme toute, tu sais, j'ai vraiment tout dévoré, je l'ai écouté dans quasiment intégral, puis mais j'ai pas été super soit choquée, surprise ou mais tu sais, j'étais contente de au moins de l'avoir écouté, mais ça m'a pas comblé mes attentes là. Écoute, si on veut voir puis si on veut savoir comprendre c'est quoi le mot narcissique, on regarde ça puis on le voit parce que Vince McMahon, tu peux pas être plus narcissique que ça dans ce reportage-là. Oui. Écoute, tu sais, pour lui, tu l'écoutes, il a pas l'air d'avoir grand-chose de grave. Il n'y a pas grand-chose qui a eu l'air à l'affecter. Puis, les choses ont l'air normales pour lui. Écoute, c'est sûr que c'est un milliardaire. C'est sûr que quand tu as de l'argent, quand tu es dans une position aussi élevée que Vince McMahon, c'est sûr que, j'ai toujours, puis je le dis encore aujourd'hui, là, puis je vais, avant de dire ce que j'ai à dire, je vais préciser que j'encourage les gens à dénoncer, peu importe que ça soit la façon dont vous êtes traité, si vous êtes intimidé, si vous subissez des abus,
je conseille fortement aux gens de dénoncer. Par contre, c'est sûr que c'est pas évident. Quand les femmes, surtout les femmes qui ont subi des abus, il y a beaucoup de femmes là-dedans qui. C'est un peu comme se battre contre David et Goliath. Si tu n'as pas les moyens financiers, tu vas faire quoi avec un Vince McMahon qui a les moyens? Mais moi, j'ai toujours dit, écoute, moi, mon malaise que j'ai toujours eu, puis je persiste et je signe, c'est quand tu acceptes l'argent. Oui, il est arrivé des choses, mais quand tu acceptes l'argent, moi, j'ai un malaise avec ça. C'est sûr que, comme je dis, c'est David contre Goliath, mais le moment que tu prends l'argent, j'ai toujours eu un malaise là-dedans. Je comprends. Là, ouais, vas-y. D'un certain côté, je me dis, ces femmes-là c'est des victimes. Ils ont, dans le fond, ça, c'est peut-être juste pour s'assurer une sécurité dans la situation, parce que sachant que, ils pourront pas avoir leur emploi, peu importe, ils pourront pas, fait qu'il faut qu'ils survivent aussi d'un certain sens. Puis, si pour certaines, c'était vraiment le seul emploi ou le domaine qui convoitait, mais c'est sûr que il se ramasse bredouille. Puis moi je le vois plus, c'est peut-être juste un côté de sécurité face à la situation, qu'ils savent très bien qu'ils pourront jamais gagner. C'est sûr. Puis quand tu regardais le reportage, j'écoutais Tony Atlas aussi qui disait à un moment donné, tu fais quoi? Oui, il était peut-être au fait de certaines choses, mais le monde ne parlait pas parce qu'il y avait toujours la crainte de perdre leur emploi puis de perdre leur job. Puis la WWE, c'était quand même la compagnie la plus en vue puis la plus grosse qui était oui, tu avais les autres, mais l'argent était à la WWE. Donc, ouais, c'est sûr c'est pas évident, mais écoute, dans le cas de Janelle Grant, c'est une personne qui habitait dans le même édifice que Vince McMahon. C'est une personne qui n'avait pas d'emploi, puis on lui a conseillé d'aller voir Vince McMahon, puis là, c'est arrivé tous ces abus-là. Puis elle a fini par accepter de l'argent, puis tout ça, mais écoute, c'est pas évident, puis écoute, pour lui, Vince McMahon, ça n'a pas l'air à le déranger, puis ça n'a pas l'air trop à l'affecter. Là, dernièrement, il a annoncé qu'il revenait là, dans le décor, dans le divertissement. Là, on ne sait pas dans quoi, mais bon. Écoute, tu sais. C'est un artistique, donc c'est pas grand-chose qui peut l'atteindre nécessairement. Puis moi, de ce que je retiens de ce documentaire-là, c'est ça. À quel point qu'il prenait son statut de personne et faire de l'abus de pouvoir avec ça, autant que psychologique, sexuel et tout ça. Donc, ça, pour moi, c'est ce qui est ressorti le plus fort là, dans tout ça. Ça a confirmé que c'était beaucoup plus que qu'est-ce que ça pouvait laisser pareil. Écoute, Jen, tu as réussi à avoir les commentaires de notre Dave Metzler de la lutte au Québec, c'est-à-dire Pat Laprade. Donc, Pat, il t'a donné ses impressions sur le documentaire. Puis parlant de Dave Metzler, beaucoup de gens critiquent Dave Metzler, mais ils connaissent pas l'importance de Dave Metzler dans l'histoire de la lutte. Donc, Metzler, il a été interviewé pour justement ce documentaire-là. Puis écoute, ça a été très pertinent. Donc, si tu veux, on va écouter les commentaires que tu as recueillis de notre confrère, Monsieur Pat Laprade. Est-ce que je pense qu'il y a eu totale transparence dans le documentaire sur Vince McMahon sur Netflix? Ben, je pense que oui, dans le sens où, à partir du moment que Vince McMahon refuse toute entrevue à partir de juin 2022 et des premières allégations et l'argent qui avait été payé pour cacher là certaines relations et probablement également certaines agressions. C'est sûr que les documentaristes peuvent pas faire des miracles avec Vince à ce niveau-là. Alors, ils ont quand même, ils en ont parlé, c'est important. Ils ont changé d'ailleurs la fin du documentaire pour qu'elle soit représentative de ce qui s'était passé. Je suis pas mal sûr également qu'ils ont changé plein de petites choses dans les 5 premiers épisodes pour justement arriver à la fin à ce qu'on sait maintenant.
Ils ont laissé la voix à d'autres personnes de parler également. Ils ont interviewé les journalistes du Wall Street Journal. T'as Dave Meltzer qui prend un peu plus de place également dans le dernier épisode par rapport à ça. Donc, au niveau de la transparence, tu sais, c'est sûr qu'il y a une enquête qui est là. Il n'y a pas personne qui va parler du dossier. Tu sais, Janelle Grant, elle a refusé de faire partie du documentaire. C'est normal. Vince n'était pas pour parler non plus. Donc, tu sais, Brock Lesnar n'était pas pour parler non plus. Ça, c'est bien évident. Fait que, à partir de ce moment-là, je pense qu'ils ont montré ce qu'il y avait à montrer. Ils ont parlé de ce qu'ils devaient parler. Et puis, ben moi, à ce niveau-là, j'avais pas de problème au niveau de la transparence. Est-ce que Vince, maintenant, a été transparent sur tous les dossiers dans les entrevues qu'il a fait et dont on parle dans les 5 premiers épisodes? Ça, c'est une autre question. Et la réponse est probablement non. Tu sais, Vince l'a dit lui-même. Je vous raconte ce que je veux vous raconter. Tu sais, et c'est pas mal ça. Personnellement, j'ai bien aimé le documentaire. Est-ce que c'est parfait? Non. Mais je pense que c'est un bon documentaire. Certaines lacunes à gauche, à droite. Mais somme toute, tu sais, moi, je donne un 7.5 à ce documentaire-là. Donc, les commentaires de Pat Laprade, effectivement, très pertinents. Oui, vraiment. Excusez, j'ai un chat dans la gorge. Donc, on remercie Pat pour ses commentaires, puis merci à toi, Jen, d'avoir recueilli ces commentaires-là. C'est très apprécié. Ça fait plaisir. Écoute, tu sais, c'est sûr quand tu connais l'histoire de Vince McMahon, il y a des livres, il y a toute chose qui a été... Tu sais, il y a eu une enfance assez difficile. Tu sais, de 0 à 12, ça n'a pas été évident là, dans son cas, puis dans son, je vais vous faire une parenthèse, dans son cas, sur certains points, je me reconnais un peu dans ça, parce que j'ai eu une enfance quand même assez difficile, fait qu'il y a des choses il y a des choses qui ont comme remonté à la surface quand j'ai écouté ça, puis c'est pas évident. Par contre, pour le reste, moi, c'est l'épisode numéro 5 qui m'a vraiment frappé. Tu sais, moi, honnêtement, tu sais, la WWE elle a été vendue, puis ce que je trouve triste dans le fait que la WWE est vendue, mais évidemment, c'est parce que ça n'appartient plus au McMahon. Tu sais, moi, la WWE, ça a toujours été associé, puis pour tout le monde, ça va toujours être associé au McMahon. Tu sais, pas nécessairement Vince, Stephanie, mais entre autres Shane. Puis moi, j'ai toujours cru, très honnêtement, qu'un jour, Shane McMahon était pour être le grand patron de la WWE. Puis dans ce documentaire-là, on s'est aperçu dans l'épisode 5 que Vince, tu sais, Shane il était parti pendant un bout, là. Tu sais, il était parti pendant quasiment 6-7 ans là, de la WWE, puis ça l'a paru. Quand il est revenu à Détroit, là, je me souviens très bien de ce Raw-là. C'était contre toute attente, ça faisait 6-7 ans qu'il était parti, 8 ans. Il y a eu un pop de la mort, ça a été incroyable, ça l'a montré. Effectivement, ça l'a montré toute l'appréciation qu'on a pour Shane McMahon, parce que même si c'est pas un lutteur, ce gars-là a tellement donné, il nous a tellement donné de bons combats qu'il a gagné le respect de tout le monde, puis il est tellement charismatique. Donc, je trouve ça triste de la vente de la WWE qu'il n'y ait plus de McMahon associé. Quand je parle de McMahon associé, je parle pas de Vince, je parle de Shane, de Stephanie, des enfants, Duncan, peut-être le fils de Shane qui, tu sais, dans 30-40 ans, qui aurait peut-être repris, ou les filles à Stephanie, peu importe. Donc, tu sais, dans l'épisode 5, moi, il y a quand on parle des conflits qu'il y a eu entre Shane et Vince, moi, c'est où ce que écoute, je l'ai reculé, je l'ai réécouté à peu près 5-6 fois, puis c'est mon prochain extrait, c'est quand Paul Heyman explique qu'à un moment donné, il y a eu une problématique entre Shane et Vince, puis Vince McMahon a dit à Shane carrément que si tu veux que ton idée passe, il y a une chose que tu as à faire, puis c'est en gros mots, là, c'est de se débarrasser de moi. Mais tant aussi longtemps que moi, je vais être vivant, là, ton idée de marde, c'est ce qu'on en conclut, ce que Vince pensait, ben, elle passera pas. Fait que t'as deux choix. Puis il avait dit, à un moment donné, il était en train de manger, Vince est en train de manger, puis il a donné un couteau à Shane, puis il a dit, tu vois le couteau? Ben, t'as juste à le planter là. Puis si je suis plus là, ben, peut-être que ton idée va faire son chemin. Ou tu peux faire comme moi j'ai fait à mon propre père, c'est-à-dire
de m'acheter la compagnie puis de me sacrer à la porte. Il dit tant aussi longtemps que je suis encore là ou que tu ne m'achètes pas, mais ton idée puis tes idées passeront pas, puis c'est un peu ça qui a mené le conflit. Puis écoute, la façon dont Paul Heyman l'amène et le présente, c'est tout à fait incroyable. J'ai des frissons quand j'écoute ça, puis si tu veux, je t'invite à l'écouter. Ça résume un peu ce qu'on vient de dire. Shane had an idea that he really believed in, and Vince totally disagreed with it. And with most things that happen with Vince, once they start to escalate, they escalate really fast. And Vince finally turned to Shane and he said, "Not while I'm alive." And Vince, who was eating something, took his knife and handed it to Shane. And he says, "Right there. Come on. Right there. If you want this so bad, stick the dagger right here. Because that's what you're going to have to do to make that decision. And if you don't stick the dagger right here, then I know you're not man enough to do it. And I have to take that into consideration as well. Or you can buy me out the way I bought out my father. And if I don't get out of your way, be prepared to get rid of me the way I would have had to get rid of my father when he wasn't doing things my way at all." C'est incroyable. C'est complètement fou. Moi, j'écoute ça, là, puis j'ai des poils qui lèvent sur le bras. C'est incroyable. Si c'est vraiment ça qui s'est passé, on peut comprendre pourquoi Shane McMahon a sacré son camp pendant X nombre d'années. Écoute, c'est pas un étranger, c'est pas un voisin. C'est ton fils, c'est ton sang, c'est ta chair, puis tu t'en vas y dire ça. Ça te montre comment qu'il peut... Tu sais, écoute, c'est fou. Tu sais, quand tu rentres... Écoute, c'est fou. Complètement fou. Il n'y a pas d'autres mots à dire. Contrôle, là. Donc, moi, c'est vraiment ça. C'est ce bout-là, là, ce que je retiens de tout ce documentaire-là, c'est ce bout-là. À un moment donné, je me demandais, oui, je suivais un peu Shane McMahon, je savais qu'il avait pris du temps et tout ça. Mais tu sais, vraiment, le fond de l'histoire, là, on l'a vu, puis tu peux comprendre pourquoi que. Puis c'est sûr que quand Vince a demandé de revenir, ben c'est sûr que, tu sais, quand ça fait 7-8 ans que t'es parti, c'est sûr que tu veux, là, en tout cas. Mais, écoute, c'est un bon reportage, c'est un bon documentaire. Écoute, je le recommande. Si les gens veulent connaître vraiment Vince McMahon, c'est la meilleure façon. Comme la parade disait tantôt, puis tu sais, ce que Vince McMahon a dit, ben, il disait que il racontait aux gens ce que lui voulait raconter, puis c'est sûr qu'il se mettra pas dans le tort non plus. Non, c'est exactement. Fait que, donc, c'est ça. Fait que, bon documentaire sur Netflix, donc allez le voir, allez regarder ça. Puis, ça vaut la peine quand même, juste au niveau informatif, là, d'en prendre de connaissance. Là. Exact. Puis moi, ben, pendant ce temps-là, ben, je continue à suivre ce qui se passe avec le cas de Mme Janelle Green, puis tout ce qui se passe dans la vie palpitante de Vince McMahon, surtout son retour dans le divertissement, qu'on ne sait pas encore un peu c'est quoi, mais bon, il devrait revenir. On va le savoir. On va le savoir. Jen, autre nouvelle choc. Ça a pris tout le monde par surprise. Le départ de Samantha Irwin. Je ne comprends pas encore. De la WWE, out of nowhere. Ben, c'est sûr qu'elle les avait avisés, ça faisait un certain temps, mais elle a décidé de quitter. La raison pour laquelle qu'elle a quitté, c'est que elle, en premier, quand elle est arrivée à la WWE, elle, son but, c'était de devenir gérante, manager ou quelque chose du genre. Puis ils lui ont proposé le poste d'annonceur maison. Puis elle a accepté, mais c'était carrément pas dans ses plans. Puis étant donné que dans le temps, elle voyait que son but ne se réaliserait pas, c'est-à-dire d'être gérante, mais bon, elle a tout simplement averti les dirigeants de la WWE qu'elle quittait. C'est sûr qu'on a fait le parallèle avec le fait que Ricochet, son conjoint, est quitté pour la AEW. Est-ce qu'on s'est dit est-ce qu'elle va arriver à la AEW? Pour l'instant, tout semble dire non. Je suis quand même un peu sceptique, ça ne me surprendrait pas. Est-ce qu'on va la voir? Moi, je pense qu'on ne la verra pas comme annonceur maison à la AEW, mais ça ne me surprendrait pas qu'on la voit accompagner Ricochet
éventuellement. Ouais, Donc, je pense que c'est un peu ça. Puis, peut-être finalement, faire des entrevues backstage ou quelque chose. Je suis persuadé, mais d'après moi, elle va devenir gérante à la AEW. Écoute, très honnêtement, là, un de mes annonceurs préférés, celui qui est le meilleur depuis Howard Finkel, c'est encore Justin Roberts, qui était à la AEW. Puis, ça a été Justin Roberts jusqu'à temps que Samantha Irvin, elle arrive dans le décor. Parce qu'elle est excellente. T'sais, elle a amené sa touche. Oui. Vas-y. Puis la foule l'aimait beaucoup, là, honnêtement. Là, puis elle avait sa couleur à elle. Puis, tu sais, elle faisait d'une façon que la foule était interpellée. Puis, je pense que c'est plus ça aussi qui fait qu'on est surpris. Là, quand on comprend le pourquoi ça justifie. Mais sur le coup, j'étais comme, ben voyons. Tu sais, tout le monde l'apprécie. Elle a plein de stuns sur Internet à cause de ses réactions puis tout ça. Donc, puis pour avoir été dans les shows, elle divertit là, les pauses et tout ça. C'est vraiment, moi, je l'aimais beaucoup là, pour elle. Là. Elle a un background dans la chanson aussi. Elle chante des hymnes nationaux. Elle a été invitée dernièrement, je pense, à Las Vegas pour chanter l'hymne national pour l'équipe de Las Vegas de la NFL. Donc, puis tu sais, elle avait beaucoup d'exposure à la WWE. Tu sais, des fois, j'ai de la misère avec cette nouvelle génération-là. Moi, je comprends pas, mais écoute, c'est bien. Au moins, tant que tu te respectes. Si t'es pas bien une place et tout ça, good. Mais je trouve ça quand même, tu sais, comme tu disais, là, elle a de l'exposure partout. Fait que c'est un peu, tu sais, des fois, tu essaies de comprendre, mais bon, écoute, c'est peut-être nous autres. C'est cool, tu sais, ne sachant pas, mettons, le contexte qu'à la base, elle, son but à la WWE, c'était d'être gérante et tout ça. Ne sachant pas ça, c'est cool. Moi, je me suis juste dit, tu sais, elle est tellement rendue exposée partout puis appréciée. Puis vu qu'elle chante, ben, elle a peut-être eu tu sais, moi, je me suis dit, elle a peut-être eu une opportunité qu'elle ne pouvait pas échapper. Puis, tu sais, pour vraiment partir de sa carrière de tout ça. Donc, moi, c'est ce que je me suis dit au début, là, mais c'est ça. Jen, si tu veux, on va écouter un des beaux moments de Madame Samantha avec Cody Rhodes. Samantha? I'm sure you know what I'm going to ask of you. Please, just one more time. Please. Ladies and gentlemen, please welcome the new undisputed WWE Champion, the American Nightmare, Cody Rhodes! Et voilà. Parce qu'on se souvient que... On se souvient que quand Cody a gagné à WrestleMania, Madame Samantha a eu beaucoup de difficultés parce qu'elle était remplie d'émotions. Donc, le lendemain à Raw, Cody, gentleman, lui a proposé de le faire. Tu sais, vas-y, t'as plus d'émotions, vas-y, là, annonce-moi vraiment comme tu voulais le faire. La veille, puis j'ai trouvé ça tellement chou. Ben moi, Donc, j'ai trouvé ça humain. J'ai trouvé ça... Je pense que c'est ce qui fait que les gens, ils ont beaucoup aimé cette annonceuse-là. Tu sais, parce que, tu sais, pas pour dénigrer les autres, mais tu sais, les autres, tu sais, ils étaient comme toujours focus, peu importe, tu sais, comme émotion, mais elle, tu voyais qu'elle suivait tu sais, les matchs avec émotion, surtout toutes les vidéos trends qui passent sur TikTok, puis tout, là, les matchs, puis tout ça, elle embarque dans tout, puis tu sais, ta voix réagir. Fait que, tu sais, c'est ce côté humain-là que je pense que c'était plaisant à voir, là. Effectivement. Fait qu'écoute, je trouve ça dommage. Je trouve ça triste parce que c'est une grosse, là je le dis, là, je pense pas, c'est une grosse perte pour la WWE parce que tu sais, l'annonceur, comme tu disais tantôt, elle amène sa couleur, amène sa touche. Tu sais, moi, Justin Roberts, là, juste quand il annonce John Moxley à la AEW, là, c'est intense. Oui. Tu l'as entendu quand il annonce John Moxley? Écoute, il part là, John! Écoute, c'est d'une toute beauté. Fait que c'était un peu ça, puis tu sais, elle avait emmené sa couleur, tu sais, à Chelsea Green aussi, tu sais, quand
Chess Green! Tu sais, à un moment donné, tu peux pas enlever cette créativité-là. Là. Ça l'amène quelque chose au show. Fait que, tu sais, Fait qu'on va revenir avec Justin Roberts, qui demeure pour moi le meilleur annonceur maison. Mais honnêtement, Samantha, écoute, elle a commencé à éclipser un peu Justin. Vraiment. Jen! Oui. Si je te dis, quelle est la saveur du mois à la AEW, tu vas me dire? Ben, c'est Bobby Lashley qui a fait son apparition mercredi. Et quelle était la saveur du mois à la AEW le mois passé? Ricochet. Bon. Tu sais, il y a quasiment une saveur du mois à tous les mois à la AEW. Puis là, il y a des personnes qui sont parties. Donc, on va peut-être avoir d'autres saveurs du mois ou peut-être 2 saveurs dans le même mois. Donc, Bobby Lashley qui est allé rejoindre Shelton Benjamin, qui est allé rejoindre MVP à la AEW. Écoute, ouais, c'est ça. T'as tes commentaires? Ben, tu sais, je veux dire, je dis pas que c'est pas trop, bon, c'est comme mais, pas assez, là. Ben, effectivement, puis tu sais, c'est pas, il y a un manque d'originalité. Tu sais, parfois, il a reproduit ce qu'il faisait. Commence à être la WCW. Les mêmes couleurs, les mêmes, c'est ça, je sais pas. J'ai pas le temps de, moi, je tripais pas sur ça à la base à la WWE, fait que, tu sais, oui, ça va peut-être emmener quelque chose de différent à la AEW, mais, tu sais, parce qu'ils vont lutter contre des lutteurs différents, là. Tu sais, somme toute, Shelton Benjamin, en tant que lutteur, je l'aime beaucoup. Puis, tu sais, il a livré un bon match, là. Tu sais, il y a comme, il y avait un autre niveau agressivité, tout ça, c'était comme une coche de plus, là. Mais, tu sais, on va voir qu'est-ce que ça va donner, tout dépendant aussi de la créativité de la AEW, des histoires qu'ils vont en faire avec eux aussi, là. Écoute, moi, ce que j'aime du fait que la AEW dans le décor, c'est que ça permet ça. Maintenant, tu as une option d'aller dans une autre fédération. T'sais, si ça ne fait pas quelque part, tu peux aller dans l'autre. Puis tu as autant de façon de parler de visibilité parce que tu as une fédé majeure. Mais là, à un moment donné, c'est parce que là, prends pas tout ce qui débarque de la WWE. Là. C'est parce que tu as ton rooster aussi. Là, là, tu commences à perdre ton identité. Je sais pas si tu te souviens, il y a 2-3 ans, quand je te disais, hey, moi, là, je manque pas la AEW, là, à tous les mercredis, je l'écoute. Puis, honnêtement, là, la AEW, là, ça fait peut-être, je l'enregistre, mais live, ça fait peut-être 1 an, je l'écoute plus live. Ah. J'ai décroché. Je vais écouter ce qui m'intéresse. C'est sûr que, moi, j'étais un grand fan de, Will Ospreay, Okada, Adam Cole, tout ça, mais c'est tellement malheureusement, j'adore encore la AEW parce que je le dis, je le confirme, si vous voulez voir les meilleurs matchs de lutte, les matchs les plus spectaculaires, c'est New Japan ou la AEW. Pour le reste, j'ai complètement décroché. Il manque tellement de bateaux, ils ont perdu, il y avait tellement de... ils me font penser, sérieusement, là, parce que c'est ça le problème qui a tué la WCW, c'est que la WCW prenait juste... Ils sont pas capables d'établir des vedettes. Puis la AEW avait tellement de profondeur au début, puis... Il y avait leur singularité à eux, il y avait leur propre couleur, puis là, ben, c'est vrai que ça l'embrouille un peu les choses, puis... Ricky Stark, moi j'ai toujours dit, ça va être, il va débarquer un jour à WWE, puis je te le dis, là, retiens bien cette conversation-là, c'est la future grosse vedette dans la lutte, Ricky Stark. Je te donne 5 ans, là. Sinon, écoute, enterrez-moi vivant, je sais pas trop quoi, là, mais ça va être la plus grosse vedette. Moi, je vois quelque chose en lui depuis le jour 1. Ça n'arrive pas à la AEW. À un moment donné, tu le sais, je parlais souvent d'Ethan Page. Il a sacré son camp, puis à cette heure, tu le vois où? Est-ce que c'est rare? Est-ce qu'il y a une semaine que tu le vois pas à TV? Non, c'est ça exactement. Il est toujours... Il est toujours à télé. Pourquoi? Oui. Ben là, ils l'ont reconnu. Ils savent. Moi, je te l'avais dit avant. Je t'ai dit, qu'est-ce qu'ils font? Pourquoi on le voit pas? Pourquoi qu'on le voit pas? Puis j'avais dit quand il était parti, il va atterrir à NXT puis il va devenir champion. Puis c'est exactement ce qui est arrivé parce que
tu peux pas, ce gars-là, tu sais, moi, je le suivais quand il était dans Handy, là, bien avant, là, dans Evolve, là, puis j'avais accroché tout de suite. Puis lui, je l'avais dit, il y a quelque chose, il va être une vedette plus tard. Malheureusement, la AEW n'a pas capitalisé sur lui. Ils l'ont perdu, puis regarde, il est rendu une vedette. Ricky Stark, ça va en être un autre. Hook, tu sais, je t'en parlais souvent à un moment donné, là, oui, dans une feud. Il est en mode préparation à cette transition-là, puis il va arriver... tu sais, cette pause-là va juste lui permettre, de, quand il va débuter à la WWE, d'être, tu sais, comme à 300%, là. Tu sais, pas de blessure, pas rien, tu sais, comme vraiment frais, prêt à faire ça. Fait que moi, tu sais, je trouve que ça vaut la peine d'attendre, puis pour qu'il fasse une entrée remarquée, là. Tu sais, c'est la même chose. Tu sais, ils ont tellement... Tu sais, t'as Jack Perry. Jack Perry, excuse-moi, mais qu'est-ce qui calisse à rien faire avec? Tu sais, oui, là, il est avec des élites, mais ce gars-là, Denise la ceinture, là, ça fait longtemps qu'il aurait dû avoir la ceinture. Tu sais, déjà, aussitôt que CM Punk est arrivé à Survivor Series l'année passée, t'aurais dû tout de suite embarquer Jack Perry puis faire de quoi avec, là, capitaliser là-dessus. Ils l'ont pas fait, ils ont manqué le bateau. Écoute, Powerhouse Hub, c'est une machine, je ne sais pas si on le voit souvent. Écoute, Wardlow. Tu sais, l'année passée en décembre, c'est l'année passée en décembre quand ils ont fait The Undisputed Kingdom, là, quand Adam Cole s'est révélé être le diable ou je ne sais pas trop quoi. Ils ont fait quoi avec ce clan-là? Fuck all. Rien, le gars il est revenu, puis... Tu comprends? Ils sont séparés. Oui. C'est du gros n'importe quoi. Du gros n'importe quoi. Écoute, puis là, ben, ils ramènent des anciens de la WWE, puis du monde de la WWE, puis ils perdent complètement l'essence. Puis ce gang-là vont s'en aller. Ceux qui sont mal utilisés à la AEW vont s'en aller à la WWE, puis ils vont faire des Ethan Page de ce monde. Puis ça va... Écoute, moi, je suis content pour Ethan Page. Là, il va monter éventuellement sur le roster principal, puis il va s'enligner pour soit le titre intercontinental ou US, ça, c'est clair. Puis éventuellement, j'ose imaginer qu'il va devenir champion WWE, mais ça... Tu sais, je le vois plus pour l'instant intercontinental ou US. That's it. Mais, écoute, ce gars-là, il est très bien utilisé. Puis, écoute, c'est d'une tristesse. Puis là, WWE, par contre, là, dernièrement, cette semaine, ils ont libéré, ils re-signeront pas Baron Corbin. Fait qu'ils vont le laisser partir. Ils ont libéré Tegan Knox, puis Andy Hartwell. Oui. Tegan Knox, là, c'est une lutteuse que j'apprécie beaucoup, puis je comprends pas pourquoi. Tu sais, oui, elle a été blessée, tu sais, 2 fois au genou. Oui. Mais je comprends pas pourquoi ils n'ont rien fait avec cette fille-là. Elle a-tu des problèmes backstage ou whatever? Parce que, honnêtement, j'adore cette lutteuse-là. J'espère que dans 90 jours, oui, j'aimerais ça qu'elle atterrisse à la AEW. Ça l'aiderait la division féminine. T'en penses quoi? Puis Baron Corbin, je suis déçu. Ce gars-là, j'ai eu de la misère dans les premières années quand il a commencé à accrocher, mais je l'ai adoré quand il a fait Happy Corbin. Parce que ça l'a montré son talent. Tu sais, le gars, il est capable d'évoluer, il est capable d'aller, tu sais, de ne pas se prendre au sérieux. Ça lui a prolongé sa carrière. Puis, écoute, je suis triste d'entendre qu'il quitte. Oui, ben, on va tout le temps avoir des surprises comme ça, c'est ça. Ils ont quand même, ils peuvent pas tous faire des numéros 1 avec la capacité, comme le nombre de personnes qu'ils ont là dans chaque division, là, autant NXT, AEW, de SmackDown, Raw, tout ça, la même affaire comme pour AEW, là, il y a beaucoup de lutteurs, mais il y en a 3/4 qui font rien avec parce que ça, ils utilisent juste comme, mettons, les vedettes qui reprennent, genre. Ouais, exact. Ouais. Peut-être que je m'explique mal, là, mais... Non, c'est clair. C'est clair. non, mais écoute, non, je suis triste de le voir partir. Tegan Knox, comme je te dis, dans 90 jours. Moi, je l'aimais bien, oui. J'espère qu'elle va aller à la AEW pour aider un peu cette division-là. Puis il faisait pas plus rien avec non plus. Là. Non, même exact. quand elle était correcte. Là. Ouais, mais c'est ça que je comprends pas. Y a-tu de quoi backstage? As-tu une attitude backstage? On ne sait pas, mais d'après moi, il y a quelque chose qui s'est passé parce que c'est pas clair. On va gratter ça. On va creuser ça. Ouais. Jen,
Voilà 2 semaines, le Pro Wrestling Illustrated a sorti son top 250 des lutteuses de l'année qui était de septembre 2023 à septembre 2024. Celle qui se retrouve en tête de liste, c'est nul autre que Toni Storm. Écoute, je vais te dire vite fait, je vais essayer de ne pas me tromper d'un nom. Je vais te donner le top 10. Donc, en première position, Toni Storm. En deuxième, Jordan Grace. En troisième, Rhea Ripley. En quatrième, Maika de Stardom, j'imagine. En cinquième, Stephanie Vaquer. En sixième, Sari, sûrement de la New Japan ou de Stardom. En septième, Bayley. En huitième, Willow Nightingale. En neuvième, Maria May. En dixième, Athena. Puis, ma préférée, c'est-à-dire Masha Slomovich, se retrouve en 15e. Et là, je crie au scandale. Je ne comprends pas. Il y a quelqu'un qui va falloir qui m'explique. Toi, honnêtement, Jen, es-tu d'accord avec ça, toi, que Mme Toni Storm se retrouve en première position du top 250? Ben, tu sais, elle s'est beaucoup renouvelée avec son nouveau personnage. Puis je trouve que, comme tu as mentionné, on dirait que là, elle a compris c'était quoi de tu sais, jouer un rôle, puis de tu sais, comme... Être dans le divertissement sportif. Entertainment, c'est ça. Mais, fait, tu sais, moi, le top 3, je trouve ça très satisfaisant. Pour vrai, là, c'est 3 personnes qui ont eu un impact majeur, pareil, avec les storylines dans leurs places respectives. Donc, pour ça, c'est correct, là. Mais, tu sais, oui, ta lutteuse, c'est une lutteuse vraiment talentueuse, puis je trouve qu'elle aurait pu être un peu plus haut, vraiment, là. Écoute, moi, je t'annonce tout de suite en primeur, là, on va en parler tantôt, là. Pour ma lutteuse de l'année, là, ça va être Ex-Aequo cette année. En première place, évidemment, c'est pour, puis même encore là-dedans, là, celle que je vais te nommer, c'est sûr qu'elle n'est même pas dans le top 10. Là. Pour moi, ma lutteuse de l'année, là, c'est une primeur, là, c'est Liv Morgan. Ex-Aequo avec Masha Slomovich. Donc, moi, je ne comprends pas que Masha Slomovich, dans ce top 250-là, se retrouve en 15e position. Même pas dans le top 10. Fait que je pense que faire attention à ce que je dis parce que M. Laprade est dans ce comité-là. Mais écoute, il y a du monde qui ont dormi au gaz là-dessus. Là. Écoute, ça n'a aucun sens que cette lutteuse-là, elle a complètement dominé. Dominé là, cette année, là, Masha Slomovich. Puis là, tu as vu dernièrement à TNA Bound for Glory, elle a battu justement Jordan Grace pour remporter le titre Knockout. Elle est en plus la championne féminine de la IWS. Elle va affronter Kristana, la championne IWS, à Seasons Beating le 21. Tu sais, j'avais déjà, je ne sais pas si tu as vu mon post Facebook, j'avais lancé l'idée de ce match-là en octobre. Je disais, hey, ça serait intéressant. Puis, le match justement, il va apparaître. Masha Slomovich, écoute, elle a gagné le titre de GCW au début de l'année. Écoute, c'est une machine. Elle a lutté, écoute, contre Mike Bailey aussi. Je suis contre Mike? Oui, elle a-tu contre? Non, peut-être je me trompe. En tout cas, elle a eu toute une année 2024. Moi, je l'avais dit, je l'avais déjà posté là, quelques mois sur mon Facebook, déjà que c'était ma lutteuse de l'année. Liv Morgan est arrivée, puis écoute, je pouvais pas passer à côté de Morgan non plus. Fait que pour moi, c'est... Elle aussi est dans un storyline qui la met en valeur. Puis ça fait toute une différence aussi. Donc, c'est normal aussi que Mané soit reconnue, là. Exact. Morgan, là. Tu sais, Morgan, écoute, là-dedans, moi, à la base, je ne pas sur elle, mais j'apprends à l'aimer avec cette nouvelle gimmick-là. Écoute, Liv Morgan est 12e dans cette... Tu sais, c'est sûr que... Tu sais, les autres, c'est de septembre à septembre. C'est sûr que ça vient jouer un peu là-dedans, mais écoute, tu sais, Liv Morgan, elle a eu une progression là, fulgurante. Là, écoute, tu sais, moi, je me souviens dans le temps de la Riot Squad, là, j'étais là, mon Dieu, qui a de la misère, pauvre titre, puis
si je regarde cette époque-là à là, c'est deux mondes complètement différents. Là, elle a tellement bien évolué. Fait que, comme je te dis, sans rien enlever à Tony Storm, honnêtement, c'est correct, mais que Liv Morgan ou Masha Slamovich soient même pas dans le top 10, pour moi, c'est vraiment de l'incompréhension. Mais bon, écoute, j'ai pas mal tout vu ce que Slamovich a fait cette année. Là. C'est une machine. C'est une machine. Ouais. Une machine. J'ai vu son match quand elle a gagné la ceinture, là, le three-way, là, puis c'était quelque chose. Oh, écoute, elle est vraiment bonne, que ce soit contre un gars, une fille. Là, écoute, c'est une machine, là, puis je l'apprécie de plus en plus. J'étais bien content de la voir à Slammiversary. Je voulais prendre des photos après. Il y avait des bouts, des combos. Mais pour ça, j'ai fait oui, non. Mais c'est vraiment de l'incompréhension de ma part. Ah, je comprends. Jen, autre sujet, j'aimerais ça qu'on discute. Il y a eu des blessures encore en fin de semaine, des blessures quand même assez importantes. Une, justement, à Chris Bay de ABC, les anciens champions par équipe de TNA. Il y avait Kingo aussi qui s'est encore blessé. Je dis encore parce qu'il revenait d'une blessure. Il s'est encore blessé à un pied, à une jambe. Écoute, tu mets toutes les blessures qu'il y a à la AEW, je trouve que c'est beaucoup. Là. Je trouve que les lutteurs prennent beaucoup de risques. Oui, c'est spectaculaire, puis je suis le premier à dire, tu fais juste regarder les combats de Will Ospreay, c'est fou, là, tous les risques qu'ils prennent. Puis, Ospreay, il est chanceux de lutter encore, là. Parce que, moi, j'ai vu des combats de lui, là, puis techniquement, il devrait plus lutter, là, parce que il a eu des problèmes au cou majeur. Puis, Chris Bay, ben écoute, il y a eu un problème dans son combat contre les Hardy Boys des enregistrements. Les Hardys, pas les Hardy Boys. Les Hardys, je pense en prenant un twist of fate, puis il s'est blessé au cou. Ça a nécessité immédiatement une opération au cou. Là, il est entouré de sa famille, il se porte bien, mais écoute, je pense que certains lutteurs devraient ralentir un peu la cadence, faire attention un peu plus, se protéger un peu plus, puis prendre soin le plus un de l'autre. Qu'est-ce que t'en penses? Ben, c'est sûr que, le niveau de lutte a vraiment, on dirait qu'il faut toujours en donner plus, puis plus, puis plus, pour pouvoir finir, là, comme le match 5 étoiles, comme, donc, oui, je trouve que les lutteurs prennent de plus en plus de risques, puis au détriment de leur physique, là, puis je sais pas si ça va aller en diminuant, puis que les gens vont se conscientiser de, écoute, moi je sais presque rien, puis j'ai mal partout, je veux dire, c'est sûr que j'ai pas leur capacité physique là et tout, donc je comprends pas comment ils mettent leur corps à ce niveau-là. C'est quelque chose, puis peut-être qu'aussi les fans sont beaucoup plus exigeants. Fait que c'est pour ça que les lutteurs ils veulent en donner encore plus pour pouvoir faire que les fans soient contents ou qu'ils apprécient encore plus le spectacle. Donc je pense aussi c'est peut-être ça qui a fait que ça a changé puis que les lutteurs d'aujourd'hui ils innovent, ils trouvent des nouvelles choses puis qui met malheureusement leur santé physique là, à risque plus élevé. Là. Ben, tu sais, tu as vu, je t'ai fait découvrir un lutteur qui s'appelle Will Ospreay, puis quand tu regardes ses matchs, c'est complètement mongol. Là. Oui, puis tu sais, ça a l'air tellement naturel. C'est ça le pire. C'est ça le pire. Il n'est pas me dire qu'il y a pas mal. Non, ben écoute, comme je te dis, ça me surprend encore qu'il lutte encore, parce que quand il était à New Japan, à un moment donné, il y a eu des problèmes au cou assez sérieux, là, puis il y a eu des opérations, mais écoute, je sais pas si tu as regardé TNA Bound for Glory. J'ai écouté cet après-midi le combat entre justement avec Kingo et Mike Bailey. Écoute, complètement malade. C'est fou. Ah ouais? C'est débile. Non, malheureusement, les 2 dernières semaines, j'ai écouté à peu près le Crown Joe parce que, écoute, je lutte le vendredi, samedi, fait que c'est ça, j'ai pas grand temps comme que j'avais plus là, pour écouter. C'est toujours en rattrapage, là, fait que
je vais l'écouter super. Là. Ben, si t'as la chance, il y a deux combats. Ben, j'ai pas écouté tout le gars-là. J'allais le voir sur Internet, évidemment. Si t'as la chance, ben, écoute, celui de Mike Bailey puis Vikingo, écoute, c'est fou. C'est fou. C'est fou. Ça peut être un match de l'année. Oui. Ben oui, écoute, ça c'est clair. Ça c'est clair. Moi, je te prédis tout de suite, là, très honnêtement, là, Mike Bailey détient les deux dernières années. Là. Il y a eu les deux matchs de l'année à la TNA. Donc, pour la TNA. Puis, je mets ma main dans le feu là, que ce combat-là contre Vikingo à Bound for Glory, là, ça va être nommé le match de l'année à la TNA. Donc, Bailey se ramasserait avec 3 combats consécutifs, 3 années consécutives avec le match de l'année. L'année passée, c'était contre... comment il s'appelle déjà? Ah oui, Will Ospreay. Donc, cette année contre Vikingo. Écoute, c'est fou. C'est fou. Un Canadian Destroyer, tu sais, un des highlights du match, Vikingo, il est sur le 3e corde, Bailey il est sur le apron, puis Vikingo jump sur Bailey, puis Canadian Destroyer du haut de la 3e corde, sur l'apron, Canadian Destroyer, ça c'est juste un fait. Là. Fait que, écoute, complètement fou. Débile. Puis le combat de Masha Slamovich que j'ai écouté avec Jordan Grace, écoute, ça... Ben, juste les 2 lutteuses à la base. Je sais que ça va être bon. C'était intense. Donc... je vais aller vérifier pour regarder ces 2 matchs-là. Donc, écoute, c'est ça. C'est sûr que moi, j'étais un fan de ça. Ça m'a pris du temps à switcher. Avant, j'étais pas mal old school. Ça m'a pris du temps à switcher puis à y aller vraiment dans le spectaculaire. Ça vient qui sont lourds de risque, mais tu sais, il y a des lutteurs qui... faut voir qui se protègent. Tu sais, Vikingo, c'en est un. Là, il a été blessé une partie de l'année. Là, il revient, il s'est reblessé. Lui, il fera pas long feu. Il est spectaculaire, il est fou, il innove. Il va juste falloir qu'il dose un peu, qu'il sort pas tout. Parce que lui, quand tu le regardes, c'est comme si chaque match, il faut tout qu'il sorte. Il faut tout qu'il sorte son arsenal. Il n'est pas capable de dire, OK, je vais garder ça pour ça, je vais garder ça pour ça, puis hey, là, ça fait 2 mois que le monde n'a pas vu ce move-là, qui aime, ben là, je vais le sortir, dans un pay-per-view, whatever. Il va falloir qu'il apprenne ou il va falloir qu'il y ait quelqu'un qui fasse comprendre ça. Parce que, moi, je te le dis, dans 5 ans, il n'est plus dans la lutte, là. C'est automatique. Il va tellement avoir de problèmes. Il sera plus capable de faire ce qu'il fait là, puis écoute, je sais pas si tu as vu beaucoup de ces matchs, là, mais fais juste regarder, prends n'importe quel match au hasard, puis regarde tout ce qu'il fait, puis dis-moi s'il continue de même, si dans 5 ans, il va être encore là. Moi, la réponse, je pense que là, ça commence, les blessures, puis tu sais, quand ça fait 2 fois que tu te blesses à la jambe dans la même année, à un moment donné, ta jambe, pas une jambe bionique, là. À un moment donné, ça va paraître. Là, fait que, oui, ça guérit, mais ça ne revient pas. Ouais, c'est ça, à 100%. Ouais. Si tu enlèves 20% à chaque fois que tu te blesses, à un moment donné, ça va aller mal. Donc, on va souhaiter que les gars, que les filles se protègent un peu plus, puis dosent un peu l'intensité de leur match. D'un pay-per-view, moi, j'ai aucun problème. Will Ospreay, quand il... dans un pay-per-view, vas-y mon gars, parce qu'on paye pas, donne-toi à Dynamite. Oh, oui. Dynamite, c'est comme comme j'ai déjà dit, ce qui aide, c'est que tu as la télé. Tu n'as pas le choix des pauses, tout ça, fait que ça ralentit le beat. Ça l'aide un peu, mais pour des pay-per-view, go, vas-y, mais il va falloir que le monde apprenne à doser, puis j'espère qu'ils vont le faire. Effectivement. Jen, mon préféré, CM Punk. Hey, ça va déjà faire 1 an qui est revenu à WWE. Incroyable. Ça va vite. Survivor Series l'année passée. Le 5 octobre dernier, à Bad Blood, dans un Hell in a Cell, contre Drew McIntyre. Imagine-toi donc que CM Punk puis Drew McIntyre ont réussi à avoir la note mythique de 5 étoiles de Dave Metzler. C'était un super match pour elle. Écoute, je dois être très honnête. Moi, déjà, avant de voir le résultat, parce que de Metzler, il est pas dans sa newsletter la semaine d'après. Déjà, quand j'ai vu le combat, j'ai fait, écoute, je pense que c'est un des meilleurs matchs LNSL que j'ai vu depuis que ça existe en 97.
sinon le meilleur. Puis ça a vraiment été un bon match. Puis ça a été confirmé par Mesler. On dira ce qu'on voudra, on critiquera ce qu'on voudra. Tu sais, mais écoute, je pense que c'est amplement mérité. Il faut être capable de remettre à César ce qui revient à César. Donc, CM Punk et Drew McIntyre qui se sont mérités un combat 5 étoiles. Écoute, c'était bien mérité, puis c'est un des meilleurs que j'ai vu. Oui, c'était vraiment solide. Puis, mettons qu'ils se sont donnés physiquement, puis les deux ont été maganés quand même pas mal. Là. Seule chose que je reproche, par exemple, c'est que le médecin, il n'a pas été dans la cage aussi. Ils ont resté à l'extérieur. À un moment donné, quand CM Punk a frappé McIntyre avec le genre de coffre, là, qu'il l'a vraiment frappé, mais le coffre il était comme où est-ce qu'il est le 45, là, le 45 degrés, là, puis que ça l'a fendu là, vraiment à la tête. Quand il a commencé à pisser le sang, j'étais un petit peu inquiète. Puis ils l'ont dit, je pense qu'ils l'ont dit à la table le médecin ne peut pas venir parce qu'il n'est pas rentré dans la cage. Moi, je comprends pas. Là. Je comprends que c'est dangereux, mais étant donné que c'est une règle d'avoir un médecin aux abords du ring, ben tu peux pas laisser le médecin, parce que là, il faut, il lève la cage, puis il faut gérer, fait que le médecin aurait dû. Donc, je pense que là, le WWE a appris de cette erreur-là. Donc, je pense que les prochains LNSL, le médecin va être dans la cage avec les gars. Mais écoute, combat 5 étoiles, combat bien mérité, puis on leur lève notre chapeau à ces messieurs. Vraiment bon. Oui. C'est sûr. Jen, il y a une rumeur qui court présentement. J'ai vu ça sur les internets. J'espère que c'est pas vrai. Là, ça parle de WrestleMania 41. Ça parle de John Cena. Puis ça parle de championnat. Là, on revient avec l'idée de peut-être faire remporter un titre, WWE ou peu importe, mondial, à John Cena pour qu'il puisse battre le record parce qu'il est à égalité avec Ric Flair. Ils ont 16 championnats mondiaux chaque. Donc, on revient avec l'idée que peut-être Cena pourrait être celui qui batte le record de Ric Flair, c'est-à-dire 16 championnats. Écoute, honnêtement, je n'ai jamais été un fan de John Cena. Je ne serai jamais un fan de John Cena. Puis s'il y a quelqu'un que je ne veux pas qui batte le record de Ric Flair, c'est bien John Cena. Moi, je vois plus la personne qui serait en mesure de battre ça. C'est pas un homme, c'est une femme. Elle est rendue à 14 championnats. Puis c'est nul autre que sa fille, Charlotte. Elle est encore jeune. Elle pourrait se ramasser à 17 titres mondial, peu importe, majeur dans sa carrière. Moi, je verrais plus ça, mais John Cena, écoute, non. Non. C'est quoi ton opinion là-dessus? Ben, tu sais, la WWE, quand même, tu sais, peu importe que tu l'aimes ou pas, John Cena, il a quand même un visage qui a contribué énormément à la compagnie WWE, là, selon moi, par rapport à, tu sais, tout ce que les Make-A-Wish, par rapport au personnage en tant que tel. Donc, je pense aussi que s'ils font ça, c'est juste par, tu sais, comment dire le bon mot, mais tu sais, être gentleman envers le parcours qu'il y a eu à la WWE. Ils permettent de faire ça avant de partir. Non. Vu qu'il a annoncé qu'il était en chemin vers la retraite. Donc, il n'y a pas de retraite dans la lutte. Il n'y a pas de retraite. Mais bon, je sais bien. Oui, je sais, là, je sais tout ça, mais tu sais, je suis pas surprise que de toute façon, c'est une démarche de la WWE de faire ça dans le but de le remercier pour les services qu'il a fait à la WWE. Non. Écoute, John Cena, je suis d'accord avec toi. Il faut être capable de mettre les choses en perspective. Il faut être capable de John Cena, ce qu'il a fait pour la WWE, les Make-A-Wish, c'est celui qui détient le record pour les Make-A-Wish. Puis ça, c'est tout à son honneur. Par contre, pour ce qui est de lutteur, là, on parle de Ric Flair. Puis on parle de John Cena. Écoute, moi, j'ai aucun problème qu'il y ait quelqu'un à talent égal qui va aller battre le record de Ric Flair. Parce que Ric Flair, là, ses premiers championnats, là, la NWA, whatever, là, c'était de la lutte. Là. C'était de la lutte, puis à cette époque-là, c'était des matchs de 1 heure. Puis c'était des matchs intenses. John Cena, à un moment donné, on t'enlève, on donne la ceinture. WWE, c'est pas la même game.
Puis de donner, tu sais, que John Cena, déjà, qu'il se soit rendu à 16, pour moi, c'est de l'incompréhension totale. Pour moi, tu sais, si ça avait été Goldberg, j'aurais dit oui, c'est beau, bolé. Mais pour moi, quelqu'un qui va battre John Cena, c'est quelqu'un qui va battre Ric Flair, c'est quelqu'un qu'il faut qu'il soit de la trempe de Ric Flair. Tu donnes pas ça, tu vas pas donner ça à quelqu'un juste parce qu'il a fait telle chose. Je veux dire, à un moment donné, John Cena, c'était bien ordinaire dans un ring. Là, il est bien ordinaire. Il a pas fait... il y a des lutteurs qui ont réussi à y faire sortir des bons matchs, mais sinon, c'était bien ordinaire. Puis, écoute, non. Comme je te dis, moi, je favoriserais plus Charlotte Flair. Au pire, dans le temps, Triple H, ça aurait été quelqu'un que j'aurais vu battre le record de Ric Flair, de Rock, mais pas John Cena. Ça, écoute, j'espère qu'ils vont enterrer cette idée-là. Là. Déjà qu'il soit dans la même catégorie que Ric Flair, pour moi, c'est un non-sens. Là. C'est zéro à Ken Bar. Écoute, non. Pour moi, c'est sûr que, tu sais, dans un ring, moi, je compare plus, c'est le Hulk Hogan de sa génération. Là. Ouais, mais Hulk Hogan, tu sais, c'est... John Cena, là, tu sais, oublie pas, là, tu sais, quand t'avais une foule mitigée, là, Hulk Hogan, t'as jamais eu, à part certains temps, t'as jamais eu de foule mitigée. Hulk Hogan, il a créé quelque chose, tu sais, la lutte qu'on connaît aujourd'hui, le boom que ça a eu, c'est Hulk Hogan. Tu sais, si Vince McMahon allait pas chercher Hulk Hogan à la AWA à l'époque, la lutte serait pas ce qu'elle est aujourd'hui, là. Ça, c'est automatique. Fait que, tu sais, Hogan, il a révolutionné la lutte. C'était une époque, tu sais, Cena, tu sais, oui, tu sais, je l'ai aimé. J'ai aimé Cena quand il était le Doctor of Thugonomics. J'ai embarqué là-dedans, je trouvais ça bon. Après ça, quand ils ont droppé ça, tu sais, il n'y a rien, tu sais, il apportait pas vraiment grand-chose. Puis, tu sais, ce que j'ai jamais vraiment aimé aussi de John Cena, c'est que quand il faisait des promos avec quelqu'un, ben, tu sais, comment on pourrait dire ça? Il tuait son adversaire. T'sais, au micro, l'adversaire sortait jamais gagnant de ça. Il enterrait tout le monde buvant. Puis ça, je trouvais ça plate. Il n'a pas donné la chance au monde de répliquer. Il n'y a jamais personne qui a eu le dessus sur Cena dans ses promos, whatever. La seule bonne promo que j'ai adorée de Cena, c'est une qu'il avait faite face à Roman Reigns. Il l'avait enterré, mais c'était justifié. Mais après ça, il l'a fait avec Austin Theory, tout ça. Écoute, non, c'est... Mais bon, écoute... Mais c'est de faire des affaires de même qu'il l'a rendu... Parce que, tu sais, il s'en allait nulle part, là. C'est quand il a commencé à faire des micros comme ça que ça a commencé à pogner. Fait que c'est pour ça que, dans le fond, c'est pas mal ça qu'il fait, là. Non, c'est sûr. Mais, tu sais, comme je te dis, tu sais, que ça soit lui qui a égalisé... Non. Est-ce que moi, je suis en accord à ce qu'il y ait ça? Peut-être non. Mais, comme je te dis, tu sais, je serais pas surprise qu'il lui donne. J'espère que non. Sérieusement, en tout cas, je souhaite qu'on enterre cette idée-là puis qu'on n'en parle plus parce que, tu sais, je me souviens, il faudrait que j'essaie de retrouver ça. Je pense que même Cena, quand on lui avait dit qu'il était pour égaliser, il y avait un malaise. Il y a eu un malaise. Il se sentait mal d'égaliser la marque de Ric Flair, puis je le comprends. Là. Fait que, c'est un peu... Moi, ça me fait penser un peu à Streak d'Undertaker. Pourquoi Brock Lesnar? C'est ça. Pourquoi Brock Lesnar? Pourquoi? Non. Zéro again ball. Je te l'ai déjà dit, ça, il y a des affaires que je comprends pas et que je comprendrai jamais. Mais ça me fait penser un peu à la même chose. Fait que là, le débat il est lancé, fait qu'on va voir qu'est-ce que ça va donner. Ouais, on va voir si ils vont le faire ou ils le feront pas. Madame Becky Lynch. Ah non, excuse, Madame Sweet Cherry. Maintenant, vous vous faites appeler Cherry to Belts. Est-ce que tu peux élaborer un peu sur ton week-end, ce qui s'est passé? Et pourquoi qu'on t'appelle maintenant Cherry to Belts?
Ben, durant l'été, j'ai remporté le championnat féminin pour la ALC, Alliance canadienne de lutte. Et je détiens encore le championnat. Puis hier, j'ai eu la chance de faire équipe avec mon partenaire Fred Roméo. On commence vraiment à lutter à plusieurs endroits là, en équipe mixte. On a une super belle chimie puis tout ça, puis on a eu la chance de remporter les titres par équipe de la NWC contre la vedette Jason Gray et sa conjointe Mel Gray. Donc, ça a été un beau moment personnel, puis aussi au niveau encore là de la NWC, puis toutes ces surprises que j'ai cette année en l'espace d'une année, là, c'est quand même 3 titres. Je suis quand même très privilégiée, puis je suis très reconnaissante de tout ce qui se passe là, pour vrai. Là. Ben écoute, je tiens à te féliciter, puis c'est amplement mérité. Tu as été championne féminine de la NWC, puis là, tes 2 ceintures, donc Cherry 2 Belts. L'année n'est pas encore finie. Est-ce qu'on peut s'attendre à d'autres surprises d'ici la fin de l'année? Ben, en fait, j'ai un match qui va... ben, c'est pas un match de championnat, mais je veux dire, je retourne dans le secteur de Québec dans le mois de décembre. J'ai eu la chance d'aller au 15e anniversaire de Femme Fatale. Ouais, tu peux-tu nous parler de ça? Ben, ça a été une méchante belle expérience pour vrai. Tu sais, j'y allais... encore là avec mon manque de confiance parce que tu sais c'est ça, tu sais la lutte a beaucoup changé, le talent a énormément évolué, puis tu sais ça, il y a vraiment eu une grosse amélioration, ben pas une grosse amélioration, mais quelque chose qui se passe avec la lutte féminine où ce que les talents là ils se multiplient là pour vrai là. Écoute, il y a du talent au pied carré présentement pour la lutte féminine, puis au 15e anniversaire on m'avait approché pour être une surprise par rapport que tu sais dans les débuts de Femme Fatale, j'étais quand même dans le roster principal. Là, ouais. Donc, avec discussion, ben j'ai accepté, surtout contre les adversaires que je devais être à la base. Parce qu'à la base, c'était un match en équipe. Moi, j'étais contre The Wicked One, Stéphanie Saint-Clair et la Parfaite Caroline, 2 personnes que j'aspirais à retravailler avant. Tu sais, dans ma dernière, quand j'ai dit une dernière run, tu sais, oui, je vais continuer à être présente à la lutte, mais tu sais, au niveau du ring régulier, là, quand j'ai dit que j'allais faire une dernière run, c'est des personnes que j'aspirais. Fait que quand on m'a proposé que c'était contre ces 2-là, je trouvais que ça peut pas être mieux. Fait que, tu sais, de partager le ring au moins une fois avec eux. Donc, j'ai été là avec bien d'enthousiasme. Puis quand je suis arrivée, mais malheureusement, Stéphanie Saint-Clair, au niveau de la santé, elle a pogné, il disait la coqueluche. Ah, OK. Donc, par souci, c'est ça, de contagion et tout ça, elle aimait mieux, annuler, puis je le comprends totalement, puis c'est totalement responsable. J'espère qu'on va pouvoir se recroiser malgré tout. Donc, moi, j'ai lutté contre la parfaite Caroline, une contre une, puis honnêtement, tu sais, ma prof était présente pour l'occasion, pour le 15e anniversaire, fait que tu sais, c'était bien représentatif. On parle de Lufisto? Ben, oui. Okay. Et moi, tu sais, je suis une broyade dans la vie, là, fait que c'est ça. Fait que là, tu sais, c'était Caroline, c'est une moi je l'appelle pas la parfaite. La parfaite, pour moi, elle représente là, charisme, attitude, la foule, elle l'a dans sa poche à chaque fois. Oui, elle fait pas. On est un peu similaires. On va beaucoup acter pour la foule, travailler pour la foule. Oui, au niveau des mouvements, on fait peut-être pas des 450 du 3e câble ou whatever. Mais nous, notre paye, c'est quand on voit que la foule a réagi. Puis honnêtement, ben dès que je suis allée voir Lufisto après mon match, elle m'a dit il était temps que vous rentriez dans le ring. Elle dit tout a allumé à partir de votre match. Elle dit la foule, tu sais, puis moi, tu sais, Québec, oui, j'ai déjà été, mais ils me connaissaient pas tant que ça. Puis tu sais, écoute, ça a fonctionné. Puis tu sais, niveau technique, on n'était pas dans les matchs de la soirée, mais niveau foule, niveau tout ce job-là, tout ce que entertaining, puis faire en sorte que les gens passent un bon moment, ben, tu sais, c'était plus que parfait. Donc, c'est aussi important qu'un match 5 étoiles, hein? C'est très important, la foule. J'ai eu plein de bons commentaires, même de Pat Laprade par la suite, parce que, tu
sais, j'ai pris les devants sur certaines choses en arrière parce que, tu sais, Yannick remportait le championnat femme fatale. Donc, le championnat femme fatale est revenu au Québec puisque c'était comme Nicole Matthew qui était la championne. Puis moi, en toute, tu sais, moi, je suis, tu sais, comme sans penser, tu sais, Pat Passe, je le connais, ça fait des années, tu sais, je fais comme, mais là, tu sais, quand elle va gagner, on peut-tu aller dans le ring, la féliciter, tu sais, bonifier son moment, tu sais, c'est son moment. Puis il a fait comme, j'y avais pas pensé, je te reviens. Il revient, puis ça, ben, tu sais, lui puis le scripteur, Michael Bisson, ont été vraiment comme, ils ont apprécié que j'ai pris les devants comme ça, puis il disait, tu sais, il a salué mon statut de vétérane dans le ring, ben, tu sais, d'avoir pris ça, puis tu sais, je te cacherai pas qu'on m'a redemandé de retourner, puis ce qui était pas dans les plans du tout, suite à la réaction de la foule, suite à tout ce qui s'est passé, donc... Est-ce que tu vas retourner? Les dates ne fonctionnent pas. J'avais accepté la semaine d'avant un booking, la même date. Donc, malheureusement, j'ai dû dire non pour cette fois-ci, mais qui sait, peut-être une autre fois. On va voir les prochaines dates si tout concorde. Là. Mais somme toute, ça me remet en paix avec plein de choses que j'avais en arrière. Tu sais, fait que c'était super là, pour vrai. Là. Ben, c'est excellent. C'est bien. Oui. Est-ce que tu sais c'est quand le prochain gala? Le 14 décembre. 14 décembre? Ah, c'est à Québec, hein? Oui, effectivement. OK. Ah, c'est bien. Écoute, encore une fois, félicitations. Puis écoute, tu sais, moi j'ai toujours dit, tu sais, tu mérites amplement tout ce qui t'arrive. C'est bien, moi je suis content pour toi. Tu sais, t'es une personne que j'apprécie beaucoup, t'es une lutteuse que j'apprécie beaucoup. J'ai déjà dit, t'as souvent été sous-estimé, mais écoute, t'as un charisme fou. T'es capable, tu sais, ce que tu disais, là, que ça a commencé à embarquer quand vous êtes arrivé sur le ring. Moi, ça me surprend tellement pas. On peut pas rester indifférent à ton entrée. Puis écoute, c'est sûr que si tu as Sweet Cherry sur ta carte, c'est sûr que ça va amener. Tu es une fille de bonne humeur, tu es toujours positive, tu es de bonne humeur, tout ça. Puis ça se voit, ça se transmet. Il y a quelque chose qui se passe quand tu franchis le rideau. Tu peux pas. Comme je vais dire là, c'est un peu bizarre, mais il y en a qui l'ont, mais il y en a qui l'ont pas. Toi, tu l'as. Tu as ce charisme-là. Les gens, les gens veulent comme te parler, te voir, puis tout ça, puis il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui se passe quand tu sors du rideau, puis c'est rafraîchissant, puis c'est le fun, puis je suis content pour toi que tu aies été à Femme Fatale, puis j'espère que tu vas y retourner. Puis écoute, qu'il y ait le plus de gens à Québec qui te connaissent, puis si tu es capable de retravailler avec des gens avec qui tu veux retravailler, mais ça, je trouve que c'est intéressant. C'est un peu le même principe quand je suis retourné à NWC dans les derniers mois. Là, je voulais y aller, j'avais le goût d'y aller. Il y avait des gens avec qui je voulais travailler. Puis j'étais content, justement. J'étais en arrière. Puis oui, j'étais avec Yvan, mais Joey Soprano, c'est ça, c'en est un, Joey. Je trouve ça tellement triste dans la lutte au Québec, j'ai jamais compris ça. Moi, à un moment donné, là, je fais une parenthèse. Joey Soprano, là, à un moment donné, on s'est croisés un peu à FLQ. Puis on n'a jamais eu de feud ensemble. Puis même encore là, j'aimerais tellement faire de quoi avec ce gars-là. Gérant, là. Dans les années 80, là, à WWE, là, des gérants, t'en avais au pied carré. T'avais Jimmy Hart, t'avais Bobby Heenan, t'avais Slick, t'avais Harvey Whippleman, nomme-les. Ils étaient tous là, puis tout le monde cohabitait ensemble, puis c'était bon. Là, t'arrives, puis t'as un gérant, puis moi, j'aurais tellement aimé ça, faire une feud. Je voulais le proposer, mais écoute, faire une feud avec lui, puis même dans le temps avec la FLQ, c'était pas arrivé. Je trouve que rien ne dit rien. On peut lancer ça dans l'univers, puis on ne sait jamais si ça peut arriver non plus. On ne sait jamais. Fait que, écoute, Jen, je suis bien content pour toi, puis je suis content de tout ce qui t'arrive. Ça m'empêche avec plein de choses. Puis comme je te dis, on leur dirait que là, je comprends mon rôle. Me suis toujours sous-estimée par rapport que mes capacités physiques étaient moins
Ouais, mais tu compenses par d'autres choses. Mais c'est ça. Puis, tu sais, à Femme Fatale, j'avais réalisé, on dirait que c'est là que ça m'a frappé, ça a pris du temps, 25 ans, ça m'a frappé dans ma face, de faire comme, mais tu sais, moi, je veux pas être, tu sais, moi, on est toutes des personnes différentes, puis chaque personne apporte quelque chose au show. Exact. Puis moi, mais ma place, c'est dans ce créneau-là, tu sais, des matchs plus gamiques, plus... divertis. Et c'est ça, exactement. Puis ça fait pas un moins bon match, ça fait juste un match différent. On dirait que je le voyais tellement pas comme ça, parce que moi, je me disais, mais non, mais il faut que je sois comme eux autres. Faut que je sois... Faut pas que tu sois dans le moule. Fait que c'est pour ça que je me faut t'amener ta couleur. Fait que ça commence à... Fait que si c'est ça que le chemin vers, OK, on diminue vraiment carrément, puis on reste dans l'île, mais on fait autre chose. Mais si ça m'a amené, cette dernière run-là, à mieux comprendre, puis à tu sais, comme plus en paix, puis fait que tu sais, c'est exactement ce que je voulais, puis tu sais, je suis vraiment contente. Tu sais, The Rock, il l'a dit pendant pratiquement 20 ans. Know your role. Je te dirais pas le reste, là, mais know your role. Tu sais, c'est sûr que, comme tu disais tantôt, tu feras pas un 450 de la troisième corde, mais il y a pas beaucoup de monde qui sont capables d'interagir avec la foule comme tu fais, d'avoir une connexion avec la foule. Tu sais, puis il faut que tu te serves de ça. C'est ça qui fait ton charme, c'est ça qui fait Sweet Cherry, c'est ça qui fait qu'on aime Sweet Cherry, c'est ça qui fait que tu es une des meilleures babyface parce que c'est ça qui pogne. Tu sais, c'est un peu comme Ricky Morton à l'époque, c'était un des meilleurs babyface pour vendre, pour ci, pour ça. Pourquoi? Parce qu'il avait le monde connecté avec lui. C'est la même chose. Tu sais, comme tu te dis, du moment que tu comprends ça, tu sais, c'est un peu ce qu'on disait souvent avec Tony Storm, du moment que tu comprends ton rôle, tu comprends dans ce que t'es. Et écoute, après ça, tu y vas. Tu peux essayer des fois de temps en temps. Hein, m'a essayé ce move-là, je l'ai jamais fait, mais that's it. Là, mais t'es pas sur le show pour ça. T'es chaud pour apporter ta couleur. Je refais des cours aussi, juste pour c'est pas me modifier, mais essayer de certaines nouvelles choses. Puis, présentement, je suis quand même encadrée pas mal par la lutteuse Sally, qui est son école de lutte. Oui, j'ai vu ça, j'ai vu des photos. Ça m'apporte énormément, puis ça me redonne de la confiance, puis aussi par rapport que est tellement d'une authenticité puis d'une honnêteté. Il y a je sais qu'à j'ai toujours l'heure juste, puis elle va m'inciter à me surpasser, honnêtement, ça aussi, ça m'aide énormément en ce moment, là, pour vrai. Puis, l'autre fois, j'ai été contre elle, puis, comme elle me dit, c'est pas obligé de faire 50 nouvelles choses dans un match, mais, essaye de temps en temps des choses, c'est le fun, puis ça sort de ta zone de confort. Ça te redonne un petit thrill. Puis, l'autre fois, quand j'ai été contre elle, j'ai essayé de faire un dive, là, sur eux autres en bas, Il était pas parfait, mais moi, j'étais fière parce que, gars, j'en faisais jamais. Et voilà. Mais c'est ça. Quand quelqu'un te donne confiance, ça te permet de te surpasser aussi. Fait que c'est ça. Présentement, je m'entoure de gens comme ça, puis c'est excusez c'est crissement positif. Oh oui. Non, mais c'est bien. Okay. Écoute, c'est le fun. Si t'as du fun, puis t'aimes ça, écoute, c'est ça l'important. Puis surtout là, tu dis, t'es avec Fred Romeo, t'aimes ça, t'aimes ta run. Oui. C'est ça. C'est un peu comme moi, lui, je le trouve tellement sous-estimé pour le talent qu'il a. Puis là, lui aussi, ça commence à fonctionner, puis il commence à se faire voir un peu partout, puis il était avec Joey, avec la Simmania, puis ça fit tellement aussi, puis fait que je suis pas juste contente pour moi, mais je suis contente pour les gens qui ont du succès autour de moi, puis ça changera jamais, puis lui, c'en est un que je suis vraiment contente de son succès, et c'en est un que je voulais travailler avec lui en équipe si j'avais à refaire des matchs de lutte, fait que c'est vraiment cool, là. Bon, c'est excellent, ça. Fait qu'on va, on va te souhaiter que ça aille bien puis que peut-être d'autres surprises d'ici la fin de l'année 2024. J'espère. Jen, parlant de l'année 2024, dans moins d'un mois, on va être déjà rendu là, c'est-à-dire de présenter nos prix, tes prix et mes prix de l'année 2024 déjà. Donc, bientôt, je vais t'envoyer les catégories. Il y en a peut-être une ou deux qui vont changer, une ou deux qui vont se
s'ajouter. Tu sais, tantôt, j'ai donné un petit aperçu. Je peux confirmer et dire tout de suite que mes lutteuses de l'année, c'est ex-aequo. C'est Masha Slamovich avec Liv Morgan. Pour le reste, j'ai encore un peu de choses à voir. Mon match de l'année, présentement, il n'a pas changé. Pour moi, j'ai switché. En premier, c'était Will Ospreay contre Bryan Danielson, mais je vais y aller avec Will Ospreay puis Pac. J'ai été plus impressionné avec Will Ospreay puis Pac. C'est pas mal les deux catégories que je peux dévoiler déjà. Toi, as-tu une idée vers tes choix, vers quoi qui s'enligne, ou t'es pas encore tout à fait sûr? Ben, je vais vraiment comme prendre un moment à peut-être reposer, puis aller tout revoir ça, puis de voir aussi tout un peu global là, pour que ce soit moins spontané. Je veux quand même être bien préparé. Fait que je vais remettre des choses en perspective, puis selon moi, selon ce que j'ai vu, puis tout ça, puis mais j'ai rien de précis en ce moment par rapport à ça. Je vais garder le suspense pour mettre qu'on en parle. C'est bien ça. Fait que dans moins d'1 mois, fait qu'on va présenter nos prix de l'année. Puis mine de rien, ça va être déjà la 3e fois qu'on va présenter nos prix de l'année, déjà. Oui, c'est fou, mais là, si tu reviens avec un horaire normal, ça serait le fun de le faire ensemble. Oh non, c'est sûr qu'on va le faire ensemble. Ça, c'est sûr. On va le faire ensemble. Non, mais c'est comme live, là, je veux dire, dans le sens que pas juste au téléphone. Là. Live? Ben oui. Ça fait longtemps qu'on dit qu'on veut faire un podcast là. Oui, c'est ça aussi. Ça fait 2 ans. Une façon là, que ça puisse fonctionner cette fois-là. Là. Ben oui, de toute façon, on reste tellement loin un de l'autre. Effectivement. on traverse le viaduc et on est arrivé, peu importe. On se croise même sur le boulevard Tachereau. Oui, c'est vrai, en allant chercher des beignes. Il va falloir que j'aille en chercher parce que Julie n'arrête pas de m'achaler. Là, là vous a vu, elle m'en parlait, là, vous a vu sortir de là. Elle dit, c'est clair, il faut que j'aille en chercher. Fait que faut que j'aille en chercher éventuellement. C'est bon. Jen, cette semaine, on a pris une petite nouvelle triste. Il y a un ancien lutteur de l'époque de lutte internationale des loisirs Saint-Jean-Baptiste. Moi, j'avais croisé ce monsieur-là à l'époque quand j'étais à la ICW en 2004-2005. Monsieur Tito Sanza qui nous a quittés. Moi, je me souviens quand je l'avais vu dans sa dernière run à la ICW. Il avait été champion par équipe avec le Spoiler. Donc, écoute, un gentil monsieur. Puis, malheureusement, il est décédé. Donc, je tiens à offrir à sa famille mes plus sincères condoléances. Puis, tu sais, moi, ça me... Tu sais, la ICW, c'est la plus vieille fédé au Québec, indie. Avec la NC, mais... Moi, quand tu étais avec des poteaux de badminton, pour moi, ça compte pas. Fait que je vais avec la ici. Écoute, moi, ce que j'ai toujours été surpris, pas surpris, mais tu sais, intimidé des fois à la ICW, c'est que, tu sais, évidemment, l'UJ, tu sais, il vient de cette époque-là de lutte internationale puis des loisirs Saint-Jean-Baptiste. Fait que des fois, t'arrivais, t'étais soit à tes cours le samedi matin, puis là, tu voyais du monde, tu sais, moi, je connais. Là, il y a bien du monde qui ne connaissait pas d'un cours, mais quand tu voyais du monde arriver, puis tu savais que, okay, mais mon Dieu, il avait été à lutte internationale, tout ça, je trouvais ça impressionnant. Puis tu sais, un des derniers que j'avais vu, puis ça, je le regrette encore à ce jour, là. Un des derniers que j'avais vu, je pense que c'était pendant un 24 heures de la lutte, de la ICW pour la maladie de Crohn, un des derniers 24 heures. Il y avait eu M. Frenchy Martin. Il était venu avec son fils. Son fils commençait je pense que c'était Jean qui s'appelle son fils. Son fils commençait de la lutte. Puis il avait demandé à l'UJ s'il pouvait venir pendant le 24 heures pour lui faire une coupe de combat. Puis évidemment, l'UJ avait dit oui. Puis quand j'avais vu M. Frenchy Martin arriver backstage, j'étais très impressionné. Pourquoi j'étais très impressionné? Parce que moi, j'ai vécu l'époque de lutte internationale. Puis une de mes équipes préférées à l'époque de lutte internationale, c'était Frenchy Martin en équipe avec Pierre Mad Dog Lefebvre sous le nom des Assassins. C'est une chance, là, va sur YouTube, là, tape les Assassins, là, Frenchy Martin, où je t'enverrai un lien. C'était une de mes équipes préférées.
Puis ils ont déjà été champions par équipe. Puis écoute, si t'as jamais entendu Frenchie Martin à l'époque de lutte internationale, va voir tout ce qu'il y a sur lui, là, sur YouTube. Là, c'est quelque chose. Tu vas comprendre pourquoi que c'était une de mes équipes préférées. Puis écoute, quand ça s'en prenait avec les Rougeaux puis tout ça, c'était incroyable. Là. Fait, comme je te déjà dit, la lutte internationale a déjà eu 1 million de codes d'écoute. Là. On n'avait rien enlevé à WWE. Là. Il n'était même pas dans le décor encore. Fait que, tu sais, j'avais été impressionné de le voir backstage. Puis, tu sais, j'étais avec la ICW. Puis, je me souviens, ça me surprend de moi, mais j'étais, soit trop intimidé, mais j'étais gêné d'aller demander de prendre une photo avec Frenchie Martin. Puis, je ne l'ai jamais fait. Puis, tu sais, quand il est décédé, tout ça, c'est quelque chose Moi, j'ai eu que. la chance, oui. Ouais, tu sais, c'est quelque chose. Dans un Comic-Con avec lui. OK. Puis, j'ai passé l'après-midi avec lui. OK. Puis, un homme sympathique et très plaisant. Fait que, tu sais, c'est ça. Fait que ça m'a toujours chicoté. J'ai toujours trouvé ça plate que j'avais pas fait ça. Parce que ça aurait été un beau souvenir. Puis toi aussi, tu sais, à la FLQ, là, t'en as croisé là, des anciens lutteurs. Là. T'as déjà Paul Leduc. D'avoir travaillé avec Paul, c'est quelque chose. Puis, tu sais, il y a eu des hommages, tout ça. Fait que t'en as vu là, des anciens lutteurs là, qui ont eu un impact. Là. Oui, mais c'est Paul, ça a été, je veux dire, en luttant à la FLQ avec Paul, Carl, Kim, cette famille-là, c'est devenu comme une famille pour vrai parce qu'on partageait les mêmes parties de famille, tout ça. Fait que, ils nous en contaient des histoires, fait que c'était toujours le fun. Puis, c'est ça, j'ai rencontré des gens importants comme Gino Brito, tout ça. Comme j'ai même eu la chance de travailler pour lui dans sa promotion. Fait que, c'est des belles. Quand tu t'as grandi puis t'as vu ces personnes-là, genre, évoluer, puis plus tard, je lutte vraiment pour eux, là. Tu veux juste te pincer, là. Monsieur Brito, je pense que c'était la CPW, c'est ça? Oui, effectivement. C'est ça, OK. Une bonne mémoire. Oui, vraiment. J'ai aimé mon passage là-bas, là. C'est là que j'ai rencontré Miss Steven, qu'on a eu oui! super rivalité, puis j'oublierai jamais ça. Puis, tu sais, on se voit plus, mais on se jase de temps en temps, puis ça va toujours être une personne importante, là, autant à mon parcours que personnel. Là. Mais Steven et son mari luttait aussi. Il lutte encore. Ah, il lutte encore? C'est quoi déjà son nom? Von Payton, oui. Oui, Michael Von Payton. Oui. Il lutte où? Oui. Il lutte dans le coin de Hull. OK. Fait que toutes les promotions, là, ils se promènent un peu partout encore, là. OK. Ouais. Ben oui, je me souviens évidemment de ces gens-là. Très intéressant. Oui. Fait que, tu sais, c'est ça. Fait que M. Tito Sanza qui a quitté, tu sais, il y a quelques années, il y a eu M. Ranger qui est parti. Oui. Écoute, M. Martin, tu sais, écoute, c'est un peu triste. Fait que nos sympathies. Vraiment. Puis, tu sais, M. Sanza, c'est plutôt. Mais dans mes débuts à la ICW, je l'ai côtoyé vite aussi que il était toujours super gentil là, également là, donc je suis contente au moins de l'avoir déjà croisé puis de savoir qui est quelle personnalité qui est là pour la lutte québécoise là. Hey, j'ai une question en parlant de ICW. J'ai vu ça tantôt. Est-ce que j'ai rêvé ou j'ai vu dans la fédé féminine la nièce de Ludger qui est arbitre? Est-ce que ça se peut? Non? J'ai-tu rêvé ça? La nièce de Ludger qui est arbitre? Non, j'ai rêvé. Boivin, non? Ah ben peut-être. Je sais qu'elle veut faire des cours de lutte. Ah, OK. Donc moi l'autre fois j'ai fait aussi des cours de lutte. Une des filles à Candyman qui était là, donc puis je sais que la fille à Monster a fait un match au dernier show de la IC. Oh! Fait que, tu sais, je veux dire, il va peut-être avoir les deuxièmes et générations et troisièmes là, qui vont se préparer. Là. Okay, ben c'est peut-être à IC, j'ai vu ça aussi. Je sais pas, j'ai vu ça. J'ai vu ça parce que je regardais plein de choses tantôt. Peut-être je me confonds, mais j'ai vu ça. Je fais il me semble que c'est relié à Ludger. OK. Je serais pas surprise. Madame Lacasse, c'est ce qui m'a fait à ce merveilleux podcast. Toujours agréable. Toujours agréable. Fait que je tiens à te féliciter encore. Puis je te dis un gros merci. Puis je vous dis à la prochaine. Bye. Ciao.